Bienvenue dans ce nouvel épisode de Conversation. Je suis Daniel Murray-Thomas, journaliste télé et devenu coach en prise de parole en public. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Céline Rogier, Isabelle Guégan et Vanessa Teresa Goliard, autrice du livre blanc « Révéler les potentiels des carrières féminines dans votre organisation ». Ravi de vous avoir toutes les trois à mon micro. Vous avez en commun de bien connaître les organisations où vous intervenez comme experte, notamment pour favoriser la mixité et l'inclusion. Et vous êtes les fondatrices du collectif Faire mieux pour les carrières féminines. Alors, une question, elle s'adresse à toutes les trois, peut-être la réponse de Vanessa Terra-Goliard. Vous aviez quelle intention de départ avec ce livre blanc? Alors notre intention, elle était assez simple, Daniel. C'est qu'on a l'occasion, d'accompagner des femmes dans les organisations, sur des sujets, somme toute assez spécifiques, à chaque fois, et on a voulu, vraiment comprendre quels étaient les chemins de ces femmes, quels étaient leurs parcours de vie. D'où la raison pour laquelle on a initié, en milieu d'année dernière, une grande enquête pour vraiment pouvoir comprendre ces différentes expériences de vie. Donc on a lancé une grande enquête terrain pour vraiment aller à la rencontre de ces femmes, comprendre leurs aspirations, leurs expériences de vie, le fil de leur carrière, et on est allé les interroger, donc via un questionnaire quantitatif, et on a aussi mené des interviews qualitatives où on a rencontré des femmes pendant 45 minutes, 1 heure. On a décortiqué vraiment ces expériences de vie. Et ces femmes que vous avez interrogées, elles avaient quel profil? Qui répond? Oui, Céline Rogier. Comme le disait Vanessa, on a effectivement interrogé via des questionnaires, mais aussi via des interviews, donc en face à face, sur, écoute, le profil, c'est 35 à 50 ans, à peu près la tranche d'âge, de divers secteurs, mais à la fois aussi public et privé. Et dans le privé, bon, on va voir un peu de tout, du bâtiment, de l'industrie, de finance, services. Au niveau des postes, c'est plutôt des cadres qu'on a interrogés, voire des chefs de projet. Et en moyenne, elles avaient au moins ouais, au moins 10 ans d'expérience. Voilà, c'est à peu près le profil que nous avons eu. Et tout cela a donné ce livre blanc en 6 grands chapitres, soit 6 grands thèmes, dont le premier, aspiration professionnelle et réalité terrain, une réconciliation attendue. Il en ressort quoi de prime abord? Isabelle Guégan. Ce qui leur ressort en premier, c'est vraiment la charge de travail, la charge mentale et aussi l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. 55% des femmes interrogées signalent une charge de travail excessive. Près de 50% aussi identifient l'équilibre vie pro, vie perso comme un défi majeur. Et la moitié d'entre elles ont vraiment pour objectif principal de retrouver cet équilibre. On observe vraiment un décalage entre les attentes des femmes et les pratiques actuelles des entreprises et aussi un besoin de flexibilité pour favoriser l'équilibre pro-perso. Euh, et en fait, au vu de ces chiffres, on s'est dit vraiment que les organisations étaient peut-être encore trop dans le curatif et pas assez dans le préventif, justement. C'est important de remettre l'humain au centre et de comprendre que on n'a qu'une seule vie, qu'elle soit perso ou pro, et que c'est un sujet à la fois individuel, collectif et systémique. Nous aurons un temps limité pour beaucoup de questions. Là, nous venons d'avoir déjà quelques pistes et c'est le principe du livre blanc, un constat, des propositions. C'est lesquelles, par exemple, pour aligner les pratiques RH sur les attentes des femmes que vous avez interviewées? Justement, pour aligner ces pratiques RH aux attentes des femmes sur ces questions de charge mentale, charge de travail et équilibre vie pro, vie perso, on en a trois principales qu'on peut partager avec vous. C'est déjà favoriser des espaces de travail hybrides et collaboratifs, coworking, bureaux avec des configurations flexibles, bâtir des programmes aussi de flexibilité personnalisée, c'est-à-dire des horaires aménagés, du télétravail partiel, en tenant compte des besoins de chacun. Et puis aussi s'interroger sur les besoins de mobilité, en encourageant la mobilité interne et aussi le leadership à distance, pour encourager les femmes justement qui sont limitées parfois par des contraintes de mobilité. Autrement dit, favoriser des opportunités de carrière sans forcément de déménagement, nous sommes vraiment un bon axe.
Je rebondis sur le mot carrière parce que dans celui d'une femme, il y a la maternité. Ces moments de vie, là, ils peuvent être accompagnés comment? Je pense au congé, maternité par exemple. Ah, c'est un très bon sujet et c'est vrai que les pauses parentales sont souvent très culpabilisants pour les femmes et nécessitent un vrai soutien. C'est vrai, on a lu dans une étude récente de la PEC, 78% des femmes cadres qui ont eu un enfant ressentent ce frein à l'évolution professionnelle à cause du congé maternité, justement. Et même 40% d'entre elles ont eu des difficultés à retrouver leur place. Et c'est pourtant une vraie opportunité. Et accompagner les pauses parentalité, ça permet de renforcer l'engagement et aussi de valoriser les compétences. Et justement, 35% des répondantes à notre grande enquête estiment un accompagnement dédié est vraiment nécessaire pour leur permettre une pleine réintégration et 28% d'entre elles souhaitent aussi des parcours plus structurés pour des retours en douceur après ces pauses. Allez, parcourons les pages de ce livre blanc. Allons au chapitre 2. Nous laisserons aux lectrices et aux lecteurs le soin d'en lire l'intégralité. Ici, j'ai picoré, hein, avec un regard peut-être masculin, ce qui m'a marqué. Dans le chapitre 2, par exemple, reconnaissance et visibilité, le duo gagnant pour un avancement réel. Et je souligne chaque fois la force de vos titres, hein, qui sont très incitatifs. Il y a un pourcentage qui m'a marqué. Un tiers des femmes interrogées ne se sentent pas assez reconnues ni bien payées. Absolument. Ouais. C'est un chiffre qui nous a vraiment marqué aussi en termes de reconnaissance, en termes de visibilité et en termes de rémunération. Donc, près d'un tiers des femmes aussi ont besoin d'un besoin accru de visibilité et demandent aussi des processus clairs pour accéder à des postes à responsabilité. Et il est vraiment important de montrer et démontrer que oui, les opportunités sont accessibles à toutes. Et sur la rémunération, euh, on a eu beaucoup de verbatim et beaucoup de femmes qui n'osent pas demander des augmentations de salaire et le regrettent. Et quand elles le demandent, il y a une étude qui a prouvé que généralement, elles demandent 30% de moins que les hommes. Donc, c'est vrai, on va pas reparler des chiffres que tout le monde connaît avec ces inégalités salariales et l'écart reste important, mais ces inégalités, ça affecte non seulement la motivation, mais aussi l'engagement des collaboratrices, et ça crée aussi un frein à la fidélisation des talents féminins et des entreprises. C'est pour ça il faut vraiment agir et pour promouvoir une culture de reconnaissance équitable. Et il y a Mhm. aussi d'autres actions, comme multiplier les moments de valorisation, comme des feedbacks, célébrer les réussites, favoriser aussi l'implication stratégique, c'est-à-dire offrir des opportunités pour que les femmes participent à des décisions importantes, valoriser aussi les soft skills. On n'en a pas parlé sur le retour de congé maternité, mais pour nous, avec Vanessa et avec Céline, on travaille beaucoup sur ces compétences douces acquises, soit pendant les pauses parentalité, soit au fil de la carrière, qui sont vraiment hyper importantes pour soi, mais aussi pour le collectif. Et c'est très valorisant et valorisable à la fois pour l'équipe et pour toute l'organisation. Il y a vraiment un changement de paradigme organisationnel qui est nécessaire et les actions doivent vraiment s'inscrire dans une stratégie globale de l'organisation. Isabelle Guégan, dans ce chapitre 2, il y a aussi une autre information qui m'a marqué, qui apparaît, c'est le fait que parmi les femmes que vous avez interrogées, bah, elles sont moins nombreuses à occuper des postes à responsabilité. Oui, absolument. Et c'est toujours ce plafond de verre que l'on connaît tous et qui est vraiment là parce que elles ont un manque de reconnaissance. On en parlera après. Enfin, Céline vous en parlera très bien sur le syndrome de l'imposture. Et c'est vrai, il faut dépasser tout ça. Et c'est pour ça que c'est important de valoriser les soft skills, de leur proposer des formations, aussi en négociation salariale et aussi de favoriser les programmes de mentorat, que ça soit des mentorats inversés ou même croisés, pour justement accroître les opportunités de développement, renforcer la confiance en soi, l'ambition et être dans un réseautage plus stratégique pour arriver à des postes à responsabilité. Merci Isabelle et Isabelle Guégan qui pourrait également faire animatrice radio puisque vous m'avez fait la transition avec le chapitre 3 dont j'ai compris que ce serait Céline qui le commenterait. Chapitre 3 dédié au développement des compétences et soutien, clés de l'épanouissement professionnel.
Et c'est vrai, oui, que j'avais été marqué en le lisant sur ce syndrome de l'imposteur, frein à la progression professionnelle des femmes. Ça se dit que les femmes l'auraient de manière régulière, mais jamais j'aurais cru qu'il était aussi important. Oui, oui, tout à fait, tu as raison, Daniel. Ça peut effectivement, on en parle beaucoup hein, ces derniers temps de ce sentiment. En fait, c'est quand même juste le définir très rapidement, mais c'est un sentiment, ce sentiment effectivement récurrent, c'est de ne pas se sentir légitime, et ce malgré en fait des succès manifestes. C'est-à-dire qu'on réussit, mais on ne se sent pas légitime. Du coup, ça va, tu sais, engendrer en fait ce sentiment de tromper un peu tout le monde, parce qu'on est persuadé que ces succès sont dus à des facteurs extérieurs, que ce soit de la chance, etc. Mais en tout cas c'est pas dû à soi ou à ses compétences. Et donc, du coup, tu vas avoir le sentiment, en fait, de tromper ton entourage et puis d'avoir un peu cette peur d'être démasqué. Moi, les femmes qu'on accompagne avec Isabelle et Vanessa, elles nous disent toutes, on a toujours un peu la peur que, un de ces quatre, quelqu'un va débarquer dans notre bureau en nous disant, bah, maintenant, c'est bon, tu peux partir, hein, on t'a démasqué. Donc, voilà. Et c'est vraiment, un vrai frein, au développement des carrières. Et effectivement, statistiquement, les hommes et les femmes sont autant touchés en termes de chiffres qu'on peut voir, mais c'est vrai que ça touche plus profondément les femmes et en tout cas, ça va en fait les empêcher d'agir. Chez un homme, ils peuvent avoir aussi des doutes, hein. Il y a des chiffres qui ont été sortis sur une étude assez récente qui dit qu'à peu près 60% des hommes managers éprouvent ce sentiment d'illégitimité contre 66% des femmes. Donc on voit que c'est pas, tu vois, énorme, mais ça n'a pas le même impact. Chez les femmes, ça va les toucher plus profondément et ça va les empêcher d'agir. Chez les hommes, ils vont douter, mais ils vont quand même agir. Donc voilà, c'est là où est là effectivement la différence. Et du coup, c'est vrai que on l'a constaté aussi avec notre grande enquête où il y a effectivement pratiquement un peu moins de la moitié des femmes qui disent qu'elles souhaiteraient développer cette confiance en elles et développer cette légitimité. Les réponses, c'est quoi? Parce que Ah, ça relève j'allais à te le dire. minima du coaching, puisque il y a un travail sur les croyances, sur l'interprétation, Oui, peut-être des tout à fait. formations aussi? Oui, alors nous, avec Vanessa et puis Isabelle, on a plus misé sur vraiment des ateliers de coaching collectif. Donc c'est encore tu vois, c'est entre la formation et le coaching. Et on aime bien cette méthodologie-là parce que si tu veux, ça permet, en fait, c'est une méthode qui est très puissante, qui permet en fait à chacune, donc du coup évidemment, un espace réservé pour les femmes en collectif. Et là, pour le coup, on verra plus tard qu'on fera effectivement mixité. C'est très important d'embarquer les hommes. Mais sur cette partie légitimité, effectivement, là, c'est un espace féminin pour libérer la parole. Et effectivement, ça permet en fait à chacune de prendre conscience qu'elle n'est pas seule. Et bien sûr, on va utiliser la force du collectif pour avancer. C'est-à-dire que, donc du coup, ça brise un peu l'isolement. Ça normalise aussi un peu les choses en disant, ah mais oui, mais je suis pas toute seule. Parce que c'est parfois pas si facile que ça d'en parler. Ça dédramatise. Et on va aussi, donc, du coup, s'appuyer sur le regard des autres. Tu sais, cette espèce d'effet miroir positif hein, qui va permettre, c'est toujours plus facile de voir les talents, les forces des autres que les siennes. Et du coup, on va s'appuyer, tu vois, sur ce collectif. Alors, évidemment, il y a voilà, des techniques. Hein, c'est toute une animation qu'on sait très bien faire toutes les trois. Hein. Ça permet, tu vois, du coup, de créer aussi, même à l'intérieur d'une organisation, un premier réseau de soutien. Tu vois, voilà, on parle entre femmes dans l'organisation de ce syndrome. Et du coup, tu vois, ça crée déjà voilà, un peu de réseau. Évidemment, ça verbalise les croyances. On va mettre des mots et on va les exprimer, ces croyances. Parce que ça, je dis tu sais, mais non, pas forcément que tu sais pas. Mais parce que, effectivement, il y a beaucoup de croyances qui sont effectivement erronées dans le fait qu'on soit légitime. Mais on a tendance à les taire un peu, tu vois, ces croyances, et à les garder. Du coup, là, on va les faire verbaliser, on va les faire exprimer. Et du coup, on va mieux enfin, oui, on va faire tout un travail de déconstruction, mais du coup, tout ensemble. Voilà, donc ça permet du recul, de se renforcer mutuellement et de répartir, évidemment, de repartir avec des clés. Je veux dire, on va même un peu plus loin, tu vois, avec Isabelle et Vanessa, on va même en faire un levier, tu vois, on va déconstruire, mais on va donc
en faire un levier. C'est-à-dire qu'on va le surmonter, mais on va le garder. Enfin, il faut le garder. D'ailleurs, on s'en départ pas si complètement. Et au contraire, parce que c'est vraiment, tu vois, un levier pour les carrières aussi. Isabelle parlait des compétences douces. Eh bien, dans les personnes qui ont ce syndrome d'imposture, il y en a, tu sais, l'humilité, de se remettre en question. Enfin, tu vois, aujourd'hui, dans un monde un peu, on va dire, individualiste et compétitif, tu vois, ces compétences-là, elles sont très intéressantes. Bon, voilà. Et donc, du coup, eh ben, ça devient un levier d'excellence. Évidemment, il y a tout un travail avant ça, mais notre objectif, c'est d'en faire un levier d'excellence. Tu vois. On prend le contrepartie. Continuons. Et à tes côtés, Céline, de tourner les pages du livre blanc pour aller au chapitre 4, biais et discrimination. Là aussi, votre souhait, c'est de proposer des environnements plus inclusifs. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Dans ce qui m'a marqué, parce que c'est en lien avec ce que nous avons abordé, c'est le fait que on touche, déjà, c'était le cas avec le syndrome d'imposteur, mais également avec ces biais et discrimination, à des questions qui ont trait à la culture. En tout cas, moi, je me suis dit ça, voire même à la scolarisation, très tôt, ça joue. Je me trompe? Tu as entièrement raison. Tu soulèves tout à fait un aspect qui est très important pour nous trois, hein. C'est qu'effectivement, dans les organisations, tu sais, on peut parler, tu sais, de syndrome donc d'imposture, de cette espèce d'empowerment féminin. C'est-à-dire que enfin, les femmes se prennent en charge, ce qui est une chose aussi, mais on peut pas mettre toute la responsabilité sur le rôle des femmes, tu vois, en disant, bah, écoutez, vous avez qu'à prendre la parole, vous avez qu'à négocier vos salaires. Enfin, j'exagère, hein, effectivement, mais ok, il y a il y a ce travail-là à faire, c'est vrai. On peut pas non plus tout demander aux autres, mais on peut pas tout demander tout aux femmes. Et donc, du coup, il y a aussi une responsabilité dans les entreprises aussi de, de favoriser un environnement pour les femmes, c'est-à-dire un environnement qui soit plus inclusif. Donc, moins sexiste, enfin, tu vois, toutes ces violences sexistes et sexuelles, on peut aller jusqu'à sexuelles, mais là, on va déjà... Donc, un environnement sexiste. Alors, tu as raison, ces biais de genre, elles se construisent depuis l'enfance, même très tôt. Elles sont même et elles sont guidées par les femmes et les hommes. Enfin, je veux dire, on les intègre tous, tu as tout à fait raison. Par exemple, on va souvent encourager les petites filles à être discrètes, tu vois, à être dans l'excellence, tandis on va plutôt pousser les garçons à prendre des risques, tu vois. Et ce qui fait que ça se retrouve évidemment en entreprise. Et là, je t'en cite que quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Et donc, ça se traduit aussi dans la vie professionnelle où les femmes, du coup, vont moins se mettre en avant, hein. Et donc, pour ça, nous, ce qu'on pense, alors voilà, ce qu'on propose dans notre livre blanc, c'est effectivement des formations pour les managers et même aussi les collaborateurs sur les biais cognitifs, les stéréotypes de genre, de mettre, tu sais, ces lunettes de sexisme. Et je te promets que quand tu commences à mettre tes lunettes de sexisme, eh ben, tu vois un peu les choses différemment. Et aussi, pourquoi pas, aussi inverser et dire un peu, enfin, tu sais, espèce de vie ma vie aussi, de voir un peu qu'est-ce que les femmes rencontrent. Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'elles vivent au quotidien. Bon, et pour ça, il y a plein il y a plein de choses qu'on peut faire et on en a mis, il y a une jolie liste, mais je t'en donne quelques exemples. C'est par exemple, tu vois que l'entreprise affirme vraiment un engagement clair et public, tolérance zéro, hein. Voilà. Une charte, par exemple, d'engagement. Enfin, pourquoi pas faire des partenariats externes avec, par exemple, comme Stop contre le sexisme. Enfin, tu vois, mettre des règles et des sanctions, qu'elles soient vraiment, bon, tu vas voir, un dispositif d'alerte, des accompagnements aussi, tu vois, de suivi, de développement, tu vois, psychologique, bon, etc. Alors pour le coup, là, il y a plein de pistes à faire, à explorer. On sent ton énergie et donc Merci. un collectif qui sera là à la disposition des organisations, entreprises comme collectivités, pour diagnostiquer et apporter des solutions. Tout à fait. Le chapitre 5 va nous mener Oui, il y a toujours des liens hein, d'un chapitre à l'autre, au oui. rôle, modèle et réseau pour un développement durable des talents féminins. Des femmes qui manquent de modèles, ça m'a marqué parce que je me dis, mais quand même, on a eu Angela Merkel, on a Christine Lagarde, on a une ou deux femmes patronnes dans le CAC 40. Trois, pour être exact. C'est pas Mhm. Donc, beaucoup, c'est hein. pas assez. C'est Vanessa qui va nous répondre. Effectivement, comme tu dis, Daniel, bien sûr il y a quelques rôles modèles, il y a quelques exemples, publics ou un peu plus cachés dans les organisations, hein, mais il en reste encore, pas suffisamment finalement. Et nous, un chiffre qui nous a vraiment, frappés,
dans l'enquête qu'on a pu mener auprès de toutes ces femmes, c'est 50%. 50% de femmes qui aimeraient avoir accès à des formations sur le réseautage, le networking, pour justement en fait pouvoir partager, hein, et avoir accès aussi un petit peu plus à des figures inspirantes. Alors, accès à des figures inspirantes, ça peut se développer via plein de pistes différentes et notamment une qui fait vraiment partie, comme tu le disais, nous, des recommandations et des pistes en tout cas qu'on pousse le plus possible pour développer les dynamiques de réseau, hein, c'est le côté programme de mentoring. Et alors ça peut prendre différentes formes. On peut imaginer des programmes de mentor, mentoré, où en fait l'objectif c'est vraiment de relier les femmes entre elles et donner accès à des plus jeunes, à des femmes qui ont des rôles déjà plus expérimentés, hein, pour pouvoir partager des conseils, des bonnes pratiques, donner l'exemple en fait, hein, et partager leurs expériences inspirantes et leurs expériences de vie. Donc ça, c'est vraiment un premier axe. Après, on peut imaginer aussi un deuxième axe qui correspond à celui du mentorat inversé. Alors le mentorat inversé, hein, c'est dans l'autre sens finalement. C'est en fait imaginer que des femmes qui sont dans une posture plutôt de jeunes expérimentées dans une entreprise avec quelques années d'expérience vont justement aller mentorer, hein, des plus expérimentés. Et ça, en fait, c'est vraiment dans le partage d'expériences, dans le partage de modèles en fait de carrière et d'expériences de vie, hein, où on sait que finalement tout est, enfin on n'a qu'une seule vie comme le disait Isabelle tout à l'heure, c'est la vie personnelle, la vie professionnelle, c'est comment on partage ça pour justement en fait donner l'exemple, donner envie, hein, et montrer en fait que les choses sont possibles. Dans ce mentorat croisé, des jeunes femmes hein, qui sont arrivées dans l'entreprise depuis peu, qui finalement vont inspirer des femmes plus âgées, est-ce que c'est pas aussi une histoire de génération? C'est-à-dire que les jeunes collaboratrices, aujourd'hui, elles n'ont pas envie de subir ou d'avoir le même traitement que leurs aînés. Ah mais complètement, mais bien sûr, et on voit qu'il y a une très, très grosse différence. On a beaucoup de retours en fait là-dessus, hein. Il y a une très, très grosse différence, notamment si tu prends le côté, prise de parole et affirmation, hein. Les choses ont beaucoup évolué. Donc, les jeunes femmes qui arrivent sur le marché du travail ou qui ont entre 1 et 5 ans d'expérience aujourd'hui, hein, dans les organisations, ont beaucoup moins de freins que ne peuvent en avoir des femmes qui ont 20 à 30 ans d'expérience. Et ça, c'est quelque chose de super intéressant qui va permettre en fait justement de débrider, hein, des femmes plus expérimentées qui ont été finalement dans une culture il y a 20 ou 30 ans où ça ne se faisait pas de la même manière. Il y a un deuxième axe aussi qui est super intéressant que je voulais évoquer sur ce côté mentorat croisé, hein. C'est celui, parce que ça m'a marqué, c'est celui où les hommes sont encadrés? Absolument, merci de me tendre la perche sur le sujet. Absolument, tout à fait, et ça, en fait, alors c'est un axe qui est vraiment super intéressant, des organisations qui commencent à, lancer cette dynamique-là, où en fait ça permet vraiment une prise de conscience. C'est, dans cet objectif-là et dans un objectif un petit peu plus long terme, qui est de finalement construire ce pôle des alliés, ce qu'on appelle les alliés de l'égalité. Alors après, c'est un bien grand mot, mais qui finalement est assez représentatif de ce que ça veut dire. Ce sont, finalement les hommes qui, prennent conscience en fait de ce que ça veut dire, ces biais de genre, ces, discriminations qu'il peut y avoir dans les carrières féminines, qui prennent conscience aussi, hein, de ce que ça veut dire en fait la pause parentalité, du congé maternité dans une carrière féminine et quels sont les impacts liés à ça dans l'expérience de la carrière. Et en fait, ce sont en fait ces personnes-là qui vont, par le biais de ce mentorat, croisé, hommes-femmes, vont pouvoir en fait quelque part prendre les rênes du changement et de la transformation au sein de l'organisation. Et ce qui m'a surpris, c'est que pour le dernier chapitre, intitulé L'innovation au service de la mixité, vous allez également beaucoup innover. Il y a 8 pistes. Bon, j'en citerai en tout cas une parce qu'elle est dans l'air du temps, c'est
votre proposition de mettre l'intelligence artificielle au service du recrutement pour éviter les biais. Alors finalement, voilà, il faut avoir recours à l'IA pour éviter les erreurs des humains? Alors, c'est un raccourci qui est un peu rapide, mais effectivement, c'est un outil qui est super intéressant. Déjà, on se rend compte tout simplement que l'IA, on va pas, contourner ça. Au contraire, en fait, hein, c'est, comment se l'approprier, comment l'utiliser justement au service, du faire mieux, pour les carrières féminines et nous, notre recommandation qui s'avère, être super intéressante parce elle a été mise en œuvre dans certaines organisations, surtout des petites startups qui testent ça. Mais c'est vrai que l'IA au service, du, screening des recrutements et de la première étape, ça permet vraiment d'éliminer ces biais que malheureusement, en fait, le recruteur, en regardant, en fait, sur, la première phase de sélection des CV, va avoir. Donc ça, c'est une piste, qui est, alors je voudrais pas dire que c'est anecdotique parce que ça ne l'est pas en fait, hein. C'est quelque chose qui est de plus en plus, utilisé. Il faut faire attention, bien évidemment, parce que, ça reste l'intelligence artificielle et que, on n'a pas encore, totalement démontré non plus, quels étaient les véritables avantages sur le sujet et quels sont, les risques. Donc c'est au stade d'essai. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est, extrêmement intéressant. Dans le côté toujours, IA, il y a aussi des pistes qui sont intéressantes et qui sont testées et qui s'avèrent, être, particulièrement performantes. Ce sont les outils qui surveillent les temps de parole. Donc ça, en termes d'outils de, collaboration en ligne, ce sont des pistes qui sont pas très compliquées à mettre en place, mais qui permettent la prise de conscience toujours, dont je parlais tout à l'heure. C'est prendre conscience que finalement, dans une réunion, quand vous avez, un temps de parole qui est, de 3/4, dirigé, en faveur de certaines personnes et un quart sur d'autres, une histoire de représentation de genre ou pas finalement, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est disproportionné. Donc, quand on se rend compte dans certaines organisations, que tout est complètement décalé, du côté de la prise de parole des hommes, alors qu'on est à moitié-moitié en représentation homme-femme, c'est qu'il y a quand même effectivement quelque chose à faire. Et juste l'étape de prise de conscience, déjà, c'est un bon pas en fait pour, transformer l'essai comme tu le disais tout à l'heure et se dire: «OK, on va essayer d'établir quelque chose d'un peu plus proportionné». Donc ça, voilà, ce sont des axes qui sont intéressants en termes d'innovation je mets juste on va dire, un petit correctif à ce terme d'innovation. C'est que ça peut être un bien grand mot, mais qui, représente simplement, en fait, des pistes à tester, pour essayer de faire mieux et pour s'approprier, celle qui sera la meilleure pour l'organisation, pour pouvoir faire avancer les choses. La question est de savoir si ça paraît effectivement assez simple à mettre en place, mais au vu des personnalités, des tempéraments, des habitudes, des rapports de force, de pouvoir, enfin, voire de couleur, il y a toujours celui chez moi qui pratique le disque et qui se pose des questions hein, sur les temps de parole. Je me demande si ça sera peut-être pas plus simple de mettre en place la semaine de 4 jours que ce type d'outil. À voir. Ah bah, alors la semaine de 4 jours, ça c'est aussi, bien sûr une piste qui est très intéressante, pour pouvoir vraiment établir et favoriser un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc ça répond, aux attentes des collaborateurs, hein, en quête de, plus de flexibilité, hein. Donc c'est sûr que cette option-là, quand elle est intégrée et mise en place par les organisations, ça peut réduire les inégalités salariales, et favoriser une répartition qui soit plus équitable, notamment sur tout ce qui concerne les tâches domestiques et les tâches parentales. Donc ça, ce sont des choses qui sont très intéressantes. Il y a des organisations qui passent, ce cap-là, qui mettent ça en place avec de très, très bons résultats. Donc c'est effectivement une piste, qui fait partie des recommandations.
Maintenant sur ce chapitre-là, qui est le dernier chapitre de notre livre blanc, Daniel, je mets vraiment, un commentaire qu'il faut prendre en compte là-dessus. Ce sont des opportunités, finalement, presque plus que des recommandations. Des opportunités de pouvoir tester des choses pour transformer l'essai, pour imaginer des choses un petit peu différentes et s'autoriser à tester pour voir en fait ce qui va le mieux fonctionner avec l'organisation. Et donc l'idée, c'est pas de tout mettre en œuvre, bien évidemment pas, mais c'est au contraire de pouvoir identifier la piste qui sera la meilleure en fait pour son organisation. C'est la bonne idée au bon endroit. Exactement. Et votre livre blanc en fourmille, et pour celles et ceux qui nous écoutent, je rappelle, vous le citez dans votre livre blanc, que selon une étude récente du cabinet Deloitte, une politique inclusive de ressources humaines générerait jusqu'à 30% de CA en plus par salarié. Ça, c'est un argument qui peut faire mouche auprès des décideurs. Non, mais c'est clair que, et on l'a vu, il y a eu Isabelle Guégan. un article il y a 2 jours aussi dans Les Échos qui aborde ce même sujet. C'est vrai qu'une politique RH inclusive avec une véritable parité homme-femme, qui combine flexibilité, reconnaissance, transparence salariale, formation, mentoring, apporte des bénéfices à la fois humains et business. Ça, il faut que ça soit dit et que ça soit et c'est clair, c'est-à-dire plus de performance, plus d'engagement et de rétention des talents en cette période où c'est très compliqué effectivement de fidéliser notamment les nouvelles générations qui sont sensibles aux valeurs d'équité. Ça apporte aussi une meilleure image de marque, une meilleure réputation, une meilleure gestion dans l'évolution des carrières et puis aussi un bien-être au travail et un climat social apaisé avec moins de tensions, pardon, liées aux inégalités et discriminations. Et juste pour terminer, et en un mot, en fait, libérer le potentiel des talents féminins, c'est vraiment un pari gagnant pour tous et toutes, c'est-à-dire hommes et femmes, et toutes les organisations. On en est mais intimement convaincus avec Vanessa et Céline. Eh bien, le message est passé. Merci Céline Rogier, Isabelle Guégan et Vanessa Teresa Goliard. Je rappelle que sur LinkedIn, avec vos pages respectives, il y a un lien direct vers ce fameux livre blanc à télécharger, Révéler le potentiel des carrières féminines dans votre organisation. Ainsi se termine ce numéro de conversation avec les fondatrices du collectif Faire mieux pour les carrières féminines et la présentation de leur livre blanc Révéler le potentiel des carrières féminines dans votre organisation. Vous pourrez donc, comme je vous l'indiquais il y a un instant, retrouver Céline Rogier, Isabelle Guégan et Vanessa Teresa Goliard via leur page sur LinkedIn. Quant à moi, si vous souhaitez développer votre leadership au féminin ou travailler les techniques de prise de parole en réunion, une seule adresse, laboîteauximages.com.